Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Les efforts et les fruits, oublie. Il faut complètement oublier ça. Regarde Ibrahim alayhi salam, il se retrouve à la Mecque, il laisse sa femme Hajar, elle marche entre Safa et Marwa, il a obéi à Dieu, et c'est Dieu qui a fait derrière. Eux, ils sont morts depuis longtemps. Dans cet épisode, j'accueille Shakil Siddiq, enseignant et imam spécialiste de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shakil est notamment président de l'Institut Sira et enseignant au sein de plusieurs établissements, comme le groupe scolaire privé musulman El-Kindi, l'IMED, l'Institut Chatibi à Lyon et bien d'autres. Dans notre échange, il nous parle de ses études de sciences islamiques, de ses différents engagements, et il évoque quelques solutions qui pourraient être appliquées à l'échelle individuelle ou collective pour améliorer la situation des musulmans en France. Hajar, quand elle marche entre Safa et Marwa, elle ne sait pas qu'il y a des milliards de gens qui vont faire pareil derrière. Et que nous encore, on marche sur ses pas au 21e siècle, là, tu vois. C'est pour ça, en fait, nous, ce qui nous est demandé en tant que croyants sur un plan individuel, c'est d'être des gens bien. C'est-à-dire de marcher selon le Coran. Et c'est Allah qui fera le reste. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Shakil. Wa alaykoum assalam. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alhamdulillah. Tu peux m'appeler Shakil Siddiq? Comme tu préfères. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle Shakil, bismillah. Allez, je t'appelle Shakil. C'est toi qui décides. Écoute, Shakil, pour commencer, je te vais te demander de te présenter assez rapidement, en 30 secondes, une minute, pour qu'on sache un peu qui t'es. Donc, moi, c'est Shakil Siddiq. J'ai 44 ans. Je suis né en France d'origine pakistanaise. J'enseigne essentiellement l'islam dans plusieurs instituts privés, plusieurs écoles depuis plus de 20 ans. J'ai un long cursus aussi dans le domaine des sciences islamiques. Je suis aussi président de l'Institut Sira. Je suis aussi dans le domaine associatif et j'ai aussi ma chaîne YouTube. Mon nom et mon prénom, vous le tapez, vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, voir beaucoup de vidéos par rapport donc à la religion, des rappels, mais aussi des sujets d'actualité que je traite, chaîne que j'ai depuis 1 an. Voilà, donc ça, c'est pour faire une petite et modeste présentation. Tu te caractérises comment? Comme un enseignant, comme un imam? Alors, ça, c'est une bonne question. Je me caractérise surtout comme enseignant. J'enseigne les matières de l'islam, plusieurs thématiques, en moyenne 40 heures par semaine. J'enseigne depuis, on va dire, 18 ans à peu près maintenant. Donc, ma fonction première, c'est l'enseignement. J'ai été imam dans plusieurs mosquées dans ma vie. Mais ça, c'est la réalité de ma personne et de qui je suis. Après, j'ai délaissé l'imama, j'ai préféré me concentrer sur l'enseignement de l'islam pur et dur. Et par contre, voilà, quand on dit enseignant de l'islam, ça n'a pas forcément d'écho. Donc, je préfère, parfois, comme sur ma chaîne YouTube, je me présente en tant qu'imam, puisque je l'ai été, puisque j'ai aussi un diplôme d'imam. C'est plus parlant, on va dire, pour les musulmans, mais sinon, c'est l'enseignement essentiellement. Ok. Et un peu la recherche aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier la religion? Quelle a été ton enfance? En fait, si tu veux, au niveau de l'école, j'étais pas dans une grande réussite. C'est grandi en dû à France? plusieurs. Voilà, je suis né en France, je suis né à Fontainebleau dans le 77, en région, enfin en Île-de-France, on peut dire. Et ensuite, l'école, ça n'a pas été forcément une grande réussite. Je ne dirais pas que c'est à cause des enseignants, mais c'est aussi à cause peut-être de ma personne, le système aussi de l'enseignement, peut-être à l'école. Je veux dire, en France, hein, il est loin d'être parfait. En tout cas, l'école, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, à part quelques matières à la base, comme les mathématiques. J'avais un fonctionnement dans mon cerveau, si tu veux, du type je fais ce que je veux, je crois en ce que je veux, je fais ce que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai été façonné, c'est comme ça que j'ai grandi. Par conséquent, à un moment donné, je me suis un peu intéressé à l'islam, je lisais des livres comme Riyad al-Salihin, et
ça m'a plu. Donc, j'ai voulu me lancer dans les études par rapport à l'islam. Oui. Là, on parle de la Et je me période suis renseigné. plutôt lycée. Ouais, plutôt, on va dire enfin, ouais, lycée plutôt, je dirais. J'avais 17 ans à peu près. Mhm. Et, euh, et puis, alors, ça ne m'intéressait vraiment, vraiment pas l'école, le système éducatif, le travail, travailler pour quelqu'un dans ma vie, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Et Mhm. donc, je me suis lancé dans les études de l'islam, mais il fallait étudier quand même la langue arabe avant, c'était conditionné. Donc, j'ai fait 2 années de langue arabe pure et dure dans ma vie. Je faisais que Ok, ça. Une année en France, à l'USH à Château-Chinon, puis en Syrie, à Damas, c'était fin années 90. Et ok. après, j'ai fait 4 années d'études de charia là-bas à Château-Chinon et j'ai continué mes études en islamologie, quoi. À 17 ans, 17, 18 ans, du coup, t'as fait un an à Château-Chinon. Tu as commencé là-bas. Oui, Tu oui, tout à fait. as trouvé tout seul? Comment tu as été guidé? Comment tes parents, tout ça, tu te laissé faire facilement? Mes parents, ils ont compris que j'avais un système bien spécifique dans ma tête. Je faisais ce que je voulais, ce que j'aimais. C'est compliqué à gérer, je pense aussi pour les parents, c'est très difficile. Donc, ils m'ont encouragé, ils m'ont laissé avancer comme je le souhaitais. Et puis, étudier la religion au sein de la famille, c'est aussi, comment dire, une fierté quelque part. Donc, ils ont laissé faire. Oui. J'avais mon grand frère qui avait des connaissances dans le milieu des musulmans aussi, qui avait entendu parler de cette école, qui avait une bonne réputation à l'époque. Ok. Euh, et donc, je me suis lancé sur un coup C'était de nouveau. Je tête. pensais pas que c'était aussi ancien, Château-Chinon, Château-Chinon, ça l'IESH. existe depuis les années 90, début Ok, années donc en fait, 90. tu y es allé quand ça a commencé, en fait, premières années. Euh, Pas tout au début, mais presque. Ok. Voilà. C'était voilà, dans les premières années. Quand je suis arrivé, il y avait peut-être déjà 5 ans ou 4 ans, même pas, qui étaient déjà Hmm. passés, quoi. Ok. Donc là, ça m'a motivé et alhamdoulilah, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, énormément bossé. J'ai bien réussi, ça m'a plu. Et après, tu sais, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui fait qu'on continue dans cette voie-là. Et Pourquoi la Syrie à l'époque? alors, la Syrie à l'époque, parce que il était connu qu'en Syrie, la langue, enfin le dialecte qu'ils parlent est peut-être le plus proche de la langue arabe littéraire. Tu vois, D'accord. c'est bien plus proche l'arabe parlé là-bas de l'arabe littéraire que l'arabe qui est parlé peut-être en Algérie ou au Maroc ou ailleurs. Hmm. Et on avait aussi des universités intéressantes et importantes là-bas. Donc c'était un peu la Syrie, comme l'Égypte, avec le Caire, des lieux de destination accessibles pour les musulmans qui souhaitent en savoir plus par rapport à l'islam, par rapport à la langue arabe. Donc c'était très, très Hmm. riche comme expérience et très intéressant. Tu es parti tout seul? Sac à Avec un dos? ami, un Un étudiant qui ami? était avec moi dans la classe, en classe, ouais, qui est syrien d'origine. Donc, D'accord. Là, c'est peut-être lui qui t'a recommandé des lieux, tout ça. Non. non, après, on était à Damas, et puis, alhamdulillah, on a trouvé une école gouvernementale pour les Sur étrangers, place. etc. Donc, voilà, sur place, on avait déjà tout préparé, et on a Ok. passé une année voilà, à étudier l'arabe et surtout à vivre le monde arabe, en fait. Ce qui a Mhm. été très intéressant par la suite. Parce que quand on a commencé nos études en sharia, on était habitué à entendre l'arabe, à comprendre l'arabe, donc ça nous a facilité l'apprentissage des sciences religieuses. Oui. Il faut être en immersion. Ouais. À la fin de cette année, ces 2 ans, tu parlais couramment arabe. Ah oui, après je parlais couramment arabe, j'écrivais en arabe, je rédigeais en arabe, etc. Mais il fallait encore aller plus loin. Parce que, en fait, si tu veux, après avoir étudié 2 ans l'arabe, et je suis entré dans les sciences islamiques pour étudier en Mhm. théologie, c'était en langue arabe, par contre, les cours de théologie. Donc, on avait une dizaine de matières, des examens, on avait un mémoire de fin d'études à rendre aussi. Donc, tout ça, il fallait que ce soit une production en arabe. Et après, ben, chaque année, on avait quand même des cours hein, dans le domaine de la théologie, des cours de littérature et de poésie arabe. Donc, on continuait quand même à l'apprentissage de l'arabe. Et donc là, quand tu étudies comme à l'université, mais que dans une langue, en l'occurrence l'arabe ici, bah, ça y est, après tu passes le mur du son et tu commences à avoir une certaine maîtrise. Mais bon, après, dans la vie de tous les jours, après tes études, l'arabe, ça sert à quoi finalement? Ça sert éventuellement pour les sermons du vendredi, mais ça sert surtout à faire de la recherche. Quand À tu ouvres lire. des livres qui sont en arabe, à lire, voilà, à lire les tafsirs du Coran qui existent, mais qui ne sont pas traduits ni en français, ni en anglais, etc.
Donc, ça sert surtout, c'est utile la langue arabe par rapport à la recherche en réalité, plus qu'autre chose. On retire pas toute la substance quand c'est quelque chose de traduit, j'imagine. Il y a ça, mais plus encore, par exemple, si tu prends un livre de hadith comme l'authentique de Bukhari, qui est connu, on a peut-être, oui, on a accès à l'authentique de Bukhari en français parce que la maison d'édition An-Nour, par exemple, l'a traduit et c'est une bonne traduction, mais on n'a accès à aucun commentaire. Or, les commentaires sont extrêmement riches, comme Fath al-Bari de Ibn Hajar, qui est le plus célèbre des commentaires de l'authentique de Bukhari, mais il est en arabe. Donc, sans la langue arabe, on a accès à aucun commentaire, ni dans le domaine du hadith, ni dans le domaine du Coran, si ce n'est le tafsir de Ibn Kathir. Enfin bref, quoi. On n'a pas, pas le tafsir de Razi ou de Qurtubi, etc., en langue française. Donc, on est très, très handicapé dans la compréhension et la production écrite des savants des siècles passés. Donc, sans la langue arabe, il est compliqué, voire même impossible, d'étudier l'islam sérieusement. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions en France pour apprendre l'arabe, pouvoir comprendre des textes en arabe, lire des textes en arabe comme on lit un texte en français ou... Non, il n'y en a pas forcément beaucoup. Si tu veux, excuse-moi, la solution, c'est quoi? C'est de suivre éventuellement comment dire, une dynamique dans le domaine de l'apprentissage de la langue arabe avec des imams qui ont des compétences, qui sont passionnés par la langue arabe, ce qu'on peut éventuellement trouver. Et ensuite, une fois qu'on a étudié 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est basique, comme tu dis, classique, qu'on étudie ici et là en France, essayer d'avoir des cours un peu plus particuliers. Un petit groupe de 2, 3, 4 élèves avec un imam qui a des compétences, qui veut enseigner l'arabe, ça nous permet d'aller plus loin et encore plus loin dans l'apprentissage et l'étude de certains ouvrages spécifiques aussi dans le domaine de la langue arabe, tu vois. Donc ça, c'est une solution. Et après, on peut toujours prendre des cours en ligne aussi, des cours privés en ligne avec des enseignants qui sont passionnés de langue arabe, c'est leur boulot, ils sont pros, on en trouve en Égypte par exemple, c'est connu jusqu'à aujourd'hui, aussi bien pour les femmes que les hommes, et ça nous permet d'avancer individuellement, progressivement, d'aller plus en avant, et c'est nos limites en fait. C'est nos limites. Okay. Et ça, c'est des solutions intéressantes. Mais à un moment donné, voilà, il faut être immergé quand même par la langue arabe, travailler, réfléchir en arabe, écrire en arabe, parce qu'il y a un gros cap comme ça, un mur à traverser. Oui, c'est clair. Après ton voyage en Syrie, tu restes 1 an, tu reviens en France? Exactement, oui. Tu étudies 3 ans de plus à Château-Chinon. Alors, à l'époque, c'était 4 ans. À l'époque, c'était 4 ans. Ouais. Et c'était très difficile pour moi la première année de Sharia parce qu'il fallait vraiment être immergé. Enfin, il y avait toutes les matières en arabe, c'était compliqué. Donc, on avait du Coran, on avait du tajwid, donc lecture du Coran, les règles, etc. Séance du Coran, séance du hadith, fiqh, droit musulman, usul al-fiqh, etc. Donc, mais alhamdulillah, on a réussi. On a réussi et on a pu étudier et faire les 4 années. Ok. Très bien. À la fin de ces 4 années, donc tu dois avoir quoi, 24 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça à peu près, oui. Et tu continues à étudier encore? Écoute, après avoir étudié 4 années et j'ai un diplôme de théologien dans la charia, etc., qui équivaut à quelque chose comme un bac plus peut-être 4, mais bon, ça équivaut, mais ça n'a pas forcément de valeur juridique au niveau de l'État français. Donc ensuite, j'arrive à Paris, où je vivais à l'origine, et je commence un peu à bosser, parce que le problème, c'est que quand on étudie l'islam, on n'a pas forcément de débouché au niveau du travail. C'est compliqué, c'est complexe. Donc, je commence à travailler comme tout le monde. Je me souviens, livreur de pizza, pour te dire. Tu vois, livreur de pizza, après pizzaiolo même, pour te dire. C'est difficile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans qui ont étudié 5 ans, 10 ans, qui arrivent, quand ils arrivent à cette phase, ils disparaissent en fait, malheureusement. Tu vois, ça, c'est un des problèmes en France, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'ils puissent finalement s'épanouir dans une mosquée, etc. Donc là, je commence à bosser, je commence à travailler, et puis il y a des petites propositions qui arrivent par rapport à l'enseignement.
Mhm. Et puis en même temps, je décide de m'inscrire dans le domaine de l'islamologie, mais de manière générale et globale, à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales, boulevard Raspail à Paris. Donc il y a un département qui s'appelle l'ISM, qui travaille donc sur l'islam méditerranéen, etc., le Maghreb à l'époque. Et donc c'est là-bas que je vais passer le diplôme de l'école D'accord. en 2 ans. En 2 ans, qui équivalait, je crois, à un bac plus 4 ou quelque chose comme ça. Et alhamdulillah, ça me permet en plus de valider mes acquis, parce que quand on se présente là-bas aussi, on a un directeur de recherche, on lui montre notre production, nos diplômes en théologie. Donc, le profil que j'avais les intéressait. Donc, ils ont misé dessus. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. D'accord. Et là-bas, tu apprenais quoi? Ah, là-bas, là-bas, on a des séminaires dans le domaine de la sociologie des religions, donc D'accord. l'histoire du droit. On a des séminaires auxquels il faut participer. Je me souviens à l'époque, j'avais aussi un séminaire avec Hossein Ben Khaira, qui est professeur dans le droit musulman à la Sorbonne, à l'EPHE, l'École pratique des hautes études. Donc là, on est vraiment Mhm. dans le domaine de l'islamologie. Et c'est très intéressant, en fait. Bon, bien qu'il y ait des tendances aussi là-bas, hein, au niveau, à mon sens en tout cas, au niveau de l'idéologie, de la pensée, etc. C'est, je pense, humain quelque part. Hein. On a tous nos convictions individuelles et personnelles, mais c'est très, très intéressant parce que finalement, ça nous permet d'être beaucoup plus objectifs, d'être beaucoup plus scientifiques, d'avoir davantage de recul, d'être plus pertinent dans l'analyse. Et Mhm. alhamdulillah, je suis vraiment très content d'avoir poursuivi mes études en islamologie. Ça m'a rendu meilleur, plus fort, plus sérieux, plus Oui. académique. Et ça m'a beaucoup aidé dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de l'enseignement aussi, et dans beaucoup de choses. Ok. Excellent. Après cela, tu fais quoi? Alors, à l'époque, il y a un ami à moi. Alors, il a peur que je finisse pizzaiolo, que j'ouvre une pizzeria, j'imagine. Donc, il me propose de donner 2 heures de cours dans une école qui s'appelait le CERCI. Actuellement, c'est Usul ad-Din à Saint-Denis, qui est dirigé par Hicham Arafa, euh, qui est connu dans le domaine de l'enseignement, etc., mais pas médiatiquement très célèbre. Et je vais commencer, il me donne une matière en fait, hein, et cette matière, c'est l'enseignement de la sira. La sira, c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est un bon début. Il faut bien se lancer, il faut bien se mouiller. Et je me lance là-bas, euh, au CERCI, avec plein d'étudiants. Il y avait, j'avais, enfin, une classe faisait peut-être 40-50 élèves. C'est la première fois, je me souviens, je tremblais, comment je vais faire à parler devant autant de gens. C'était difficile, complexe. Il y avait monsieur et madame tout le monde. Il y avait des musulmans, peut-être même des fois un ou deux qui ne sont pas musulmans. Donc, comment parler de l'islam? Tu as les deux. Donc, tout ça, c'était des challenges, c'était complexe. Bon, alhamdulillah, maintenant, on n'a plus du tout de problème avec tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné 10 ans au CERCI quand même, qui s'appelle Usuluddin. Après, j'ai commencé à enseigner aussi à la mosquée d'Orly, où j'enseigne toujours encore actuellement, alhamdulillah, bien que je sois lyonnais, mais j'y vais un week-end sur deux, j'enseigne, je veux dire, quand j'y vais pour un week-end, je donne 16 heures de cours hein, quand même. Ok. On a pas mal C'est d'élèves, on a intense. monté une école avec Cheikh Mohamed Endaz, qui est l'imam de la mosquée, donc ça se passe super bien. Et progressivement, j'ai commencé à enseigner dans plein d'endroits, dans plein d'endroits. Hmm. Euh, Si tu veux, je peux t'en parler. J'ai retenu surtout les grands instituts comme l'IMED. Euh, je sais pas quand est-ce que tu vas rejoindre l'IMED. Alors, l'IMED, c'est tout au début aussi, Hmm. en même temps que Usuluddin à Saint-Denis, comme je disais avec Hicham Arafa. Donc l'IMED, c'est l'institut de... J'ai oublié. Alors, c'est l'Institut musulman d'enseignement à distance. Alors, ça, Mhm. c'est une bonne remarque que tu fais. J'enseigne là-bas depuis l'existence de l'Institut, qui doit peut-être avoir 13 ans, 14 ans maintenant. Hein. C'est le Mhm. premier institut en e-learning de France, quand même. Hein. Donc, Mhm. c'est pas rien. C'est pas rien. Chronologiquement, oui. Voilà, personne ne connaissait en France l'enseignement en e-learning, personne ne connaissait Zoom, tout ça c'était de l'inconnu. Et on Mhm. a Cheikh Zakaria Siddiqui qui a ce projet-là, qui a débuté mais aux États-Unis et dans d'autres pays,
c'est d'enseigner à distance avec des classes virtuelles l'islam. Alors, il va monter une équipe pour enseigner qui va beaucoup bosser, dont je fais partie. Il y avait Cheikh Mohamed Rifi, Cheikh Mohamed Hendaz. En général, on était des étudiants de Cheikh Zakaria, Cheikh Mohamed Rifi, qui était avec moi aussi à Château-Chinon, à l'USH. Et ça nous a permis de pouvoir commencer une activité dans la société, en France, ensemble, liée à l'islam. Ça nous a permis aussi de rester accrochés finalement à l'enseignement et à ces activités-là après nos études, parce que c'est pas simple hein, de rester accroché à ça. Et donc on a Mhm. commencé, il fallait préparer des supports de cours, etc. Et les élèves se connectent, mais vraiment de partout. Ils peuvent être à Singapour, ils peuvent être au Qatar, on a eu des élèves au Canada, en Espagne, où ils veulent, ils se connectent. Les cours sont en live, ils peuvent poser des questions, il y a des examens, c'est tenu de manière sérieuse comme école. Il y a un niveau qui est quand même assez avancé, c'est en langue française aussi. Et il y a plusieurs Mhm. départements, sciences religieuses, langue arabe, apprentissage du Coran. Et alhamdulillah, l'école existe encore et la dynamique elle existe encore, alhamdulillah, et on continue à, à participer à cette dynamique. Et sur ce parcours-là, et bon, j'ai regardé un petit peu, je connaissais déjà de nom, et puis j'ai regardé un petit peu le programme. C'est quand même assez intense. C'est qu'en général, les gens qui font ça, c'est des gens qui travaillent déjà ou bien qui sont étudiants, j'imagine. Mhm. Mais c'est plusieurs heures par semaine, 6, 7 heures par semaine, voire Ouais. plus. Ouais. Alors, l'IMED, c'est intense, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas décrocher. Donc, il faut avoir une constance dans le travail. Par contre, ce ne sont pas forcément des étudiants ou des hommes qui travaillent, mais on a aussi beaucoup de mères de famille Ouais. voilà, qui souhaitent apprendre leur religion, qui Ouais. n'ont pas forcément le temps parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, etc. Ou bien des gens Mhm. qui sont en province, qui n'ont pas accès au savoir. Donc, c'était ça aussi hein, le but hein, de la Ouais. création de l'IMED. Tu vois Mhm. et après, il y a le bouche à oreille. Hein. Après 12-13 ans d'existence, les gens, ils savent qui est l'IMED, qui sont les enseignants. Ils savent qu'il faut de la rigueur, il faut du sérieux et que ça va être difficile. Mais, alhamdulillah, les élèves, ils viennent quand même. Il y en a qui vont lâcher, mais la plupart, quand même, tiennent jusqu'au bout. Ils le savent. Hein. Mhm. Et, et, et il faut ce niveau-là aussi. Il ne faut pas uniquement des niveaux qui sont simplifiés, trop simples, où Ouais. on baisse le nombre et le volume horaire. Donc, il faut, je pense, de tout. Oui, bien sûr. Euh, pour finir un peu sur ton enseignement et tes projets, je pense qu'on peut terminer sur l'Institut SIRA que tu as fondé Oui, il y a quelques années. C'est de ta propre oui. initiative? Alors, l'Institut SIRA, S-I-R-A, et ceux qui m'écoutent, hein, je vous invite à aller sur le site internet pour visiter on va dire le projet. Hein. Alors, ce n'est pas une initiative personnelle, qu'on soit Mhm. bien clair, Inch'Allah, par rapport à ça. Ce sont des jeunes qui sont d'origine syrienne, Bachar Abou Saleh, Oussama, Jabir, son père aussi, et Iyad Abou Saleh, des jeunes de Lyon, de Paris, qui, avec un spécialiste de la Sira qui s'appelle le docteur Ammar Mounla, qui est à Médine, faisait des expositions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en France, avec des maquettes, avec des belles affiches, etc. Donc, Mhm. ça a pris bien à un moment donné en France. Après, ça Oui, je s'est me complètement souviens. calmé. Mhm. Voilà, ça s'est vraiment calmé pour une multitude de raisons. Ça n'a pas vraiment avancé. Et c'est là où j'ai rejoint le groupe, il y a environ 4-5 ans maintenant. Et alhamdulillah, parce que ça faisait très longtemps que j'étais moi-même dans le domaine de la syrah, passionné, je fais de la recherche dedans, j'écris, enfin, j'enseigne la syrah, je pense 4 à 5 fois par an au minimum, dans son Ouais. intégralité. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un aussi, un personnage public, quelque part, un religieux imam dans le groupe aussi pour le revivifier. C'est là que j'ai rejoint le groupe il y a 4-5 ans. Mhm. Et actuellement, je suis le président de l'Institut SIRA, mais bon, on essaie de faire en sorte que ça change, hein, parce que la présidence, tu sais comment c'est, ça peut être complexe. Et donc, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative. Et actuellement, à l'Institut SIRA, on a vraiment plusieurs pôles. Donc, on a un pôle où on publie une revue scientifique sur la biographie du professeur sallam, Ça sur va, des c'est bon. thématiques qui sont importantes comme l'environnement.
Mhm. D'accord. Parce qu'on remarque qu'à l'époque du prophète, il y a une politique environnementale et le docteur Ahmad Mounla, avec des chercheurs qui sont à Médine, ils ont fait un travail magnifique, sérieux, pertinent, même des colloques internationaux sur la thématique. Donc, comme ça, on a fait Mhm. des revues, une sur l'environnement, une sur la fraternité humaine, qui n'est pas forcément mise en avant dans le domaine enfin, dans les ouvrages classiques de l'islam. Et là, on vient de sortir le dernier numéro, on en sort un D'accord. par année, sur l'handicap. Donc ça, c'est le pôle revue et écriture. On va même sortir des livres scientifiques. Après, on a d'autres pôles comme l'innovation. Ça, c'est un pôle nouveau. On a même créé une visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle était à son Ah, c'est ça, époque, ça. mais avec la réalité virtuelle. Mhm. D'accord. Donc, on a même une application téléphonique que les auditeurs pourront télécharger, qui est gratuite, qui est complètement gratuite, aussi bien sur Apple que Android. Et c'est OK. fun, c'est cool. On visite la mosquée comme elle était à l'époque. On rentre, il y a des choses qui s'affichent, des informations, etc. Et on a un pôle éducation, jeunesse, C'est quoi le nom un de pôle l'application? formation, séminaire. Le nom de l'application, alors, je crois que ça s'appelle Sira, voilà, Sira, S-I-R-A, plus loin, Mhm. VR. D'accord. OK. Tiens, regarde, Ouais, je l'ai peut-être tu trouvé, vas. ouais. Oui, c'est ça. Tu Sierra l'as VR trouvé. Mohammed. Ouais, je l'ai trouvé. Ouais, si elle est toujours Ah, là. tu, 5 étoiles tu la sur regarderas. l'App Store. Non, ça a été un gros travail, hein. Mais on est en train d'améliorer encore. On a d'autres projets de réalité virtuelle. On a des gros projets aussi. En ce moment, si tu veux, on travaille sur la visite de plus de 100 lieux à Médine, où il y aurait des OK. photos en 360 degrés de lieux précis, Mhm. avec un commentaire de ce que signifie ce lieu ou ces lieux, et avec les coordonnées GPS pour que le pèlerin puisse aller sur ces lieux sans qu'il ait forcément de guide, parce que les guides, ils expliquent pas grand-chose en réalité quand on est sur Oui, place pour la oui. Umrah ou le Hajj. Et c'est un projet qui va voir le jour dans les semaines à venir, qui s'appelle le projet Douyouf. Tu ne peux pas Hmm. chercher, là tu ne trouveras rien. Et Il toujours. est, il est dévoilé pour la première fois publiquement aujourd'hui. OK, d'accord. Bah, Voilà. de toute façon, l'épisode sortira pas aujourd'hui, mais d'accord, OK, Ouais. très bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de moderniser les choses. Oui. On veut créer de l'enseignement de la vie du prophète via la réalité virtuelle, via les Hmm. outils technologiques modernes. C'est-à-dire qu'on essaie aussi, dans le domaine de l'enseignement, de nous inscrire plus loin, parce que là, on rentre à l'époque de l'intelligence artificielle, on rentre quand même dans un monde complexe, et on Oui. essaie d'avoir une avance, un peu d'avance, on va dire, dans cette thématique-là, d'être pionnier aussi dans le domaine de l'enseignement, en prenant en compte le domaine de l'innovation. OK, très bien. On a parlé de ton parcours éducatif et de l'enseignement. Après, la question de pourquoi est-ce que tu as voulu devenir enseignant, j'imagine qu'en fait, c'est assez évident. Enfin, une fois que tu as appris, derrière, c'est comme quand tu apprends, tu fais de la recherche dans n'importe quel travail. Derrière, c'est l'enseignement qui suit, c'est naturel en fait. Euh, c'est naturel et pas naturel, si tu veux. C'est D'accord. naturel d'un côté, mais l'autre porte théorique, c'était l'imama, en fait, hein, le fait OK. d'être imam dans une mosquée. Oui, c'est Alors, vrai. j'ai été imam à plusieurs reprises, comme à Gonesse, à Savigny aussi, si mes souvenirs sont bons. Ça date, hein, depuis, enfin, il y a très longtemps. Mais c'est compliqué d'être imam en France, en vérité, hein. Les imams Oui. sont sous-payés, hein, c'est compliqué, hein. Tu as toujours une administration au-dessus, tu n'as pas ta liberté aussi, forcément de t'exprimer comme bon te semblerait. Je parle de manière générale, tout le monde Oui. ne fonctionne pas, bien sûr, hein, de la même manière. Il y a beaucoup de problèmes, en fait, hein. Et puis, en plus de ça, si tu es d'origine pakistanaise, il y a encore un autre problème, hein, c'est-à-dire qu'il y Oui. a des mosquées qui sont très marocaines, très algériennes, donc ils veulent un imam algérien ou un imam marocain. Donc il y a Oui. plein de choses complexes qui font que j'ai pensé que je serais beaucoup plus efficace dans mes objectifs en Hmm. étant plutôt dans l'enseignement euh, que dans l'imama. Oui. Voilà, donc ça c'est un choix que j'ai dû faire pour trancher sur la thématique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très très souvent que le problème des imams, le salaire des imams Ah ouais, c'est un vrai et problème, hein, l'indépendance des imams.
peuvent pas dire ce qu'ils veulent, sinon bah, ils se font virer. Bah oui, c'est compliqué. Il y a le contexte français qui est compliqué. Donc, le sujet de l'imama, il est très politisé parce qu'il y a des affiliations avec les pays étrangers. Le CFCM a toujours fait venir des imams du Maroc, d'Algérie, de Turquie. C'est des salariés d'État qui viennent de l'étranger. Donc, c'est comme ça que ça se passe en général. Et les Oui, autres imams qui sont indépendants, qui ne sont pas affiliés à des pays étrangers, bah, ils se retrouvent à galérer. Ou bien ils se retrouvent, alhamdulillah, dans une mosquée où ils prennent les choses au sérieux parce que le président d'association est peut-être enseignant, est né ici, il sait c'est quoi la vie ici. D'accord. Donc il va, on va dire, faire le nécessaire pour que l'imam soit salarié, etc. Tu vois. oui. Mais il y a pas, actuellement, au vu de l'actualité, puisqu'en France on parle de loi contre le séparatisme, qu'on appelle des lois pour conforter les principes républicains, Ouais. on parle d'une charte aussi. On parle d'une charte aussi avec le CFCM et l'État. Tout ça, tout ça va générer un bien quelque part, si tu veux. Même si moi je suis pas très charte, le bien que ça va peut-être générer, c'est que les musulmans, ils vont se bouger pour comment dire, peut-être mieux structurer les choses, organiser les choses avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Soit l'État, Oui, soit des musulmans qui sont politisés, etc. Donc on espère qu'il y aura des évolutions positives dans le futur, Inch'Allah. oui. Tu y crois, toi? Tu vois des initiatives qui vont dans ce sens-là? Moi, les initiatives qui sont faites actuellement, j'y crois pas beaucoup. Moi, Mhm. je crois beaucoup plus dans la jeunesse, c'est-à-dire les collégiens, lycéens d'aujourd'hui, qui vont, Inch'Allah, je l'espère, avec un autre état d'esprit, sortir la tête de l'eau par rapport aux musulmans qui sont en France. Parce que les stratégies, à mon sens, adoptées pour sortir la tête de l'eau, pour mieux vivre son islam en France, pour être respecté par le système étatique, etc., ce n'est pas des bonnes stratégies, à mon sens. On est Mhm. souvent sur l'islamophobie, on se plaint toujours, on n'est jamais content, voilà, l'autre il nous aime pas, l'autre il nous tape dessus. C'est un cercle vicieux, mais voilà, il y a 20, 30, ça fait 20, 30 ans que ça dure, ça ne fonctionne pas en fait. Oui, Donc il faut être sur d'autres modèles stratégiques voilà, pour organiser les choses. Il faut mettre les neufs de côté. Des fois, il y a des querelles aussi en interne entre les musulmans, les leaders religieux, etc. Et il va falloir appuyer sur, il va falloir renouveler en réalité tout ça. Donc ça, c'est plutôt un travail qui sera fait, je pense, par la jeunesse. oui. Et qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait? Très sincèrement, être juste un Mhm. bon musulman, déjà pour commencer. Hein. C'est-à-dire, il faudrait vraiment que, en fait, on soit tous des acteurs positifs de la société française. Mhm. C'est simple, hein. C'est-à-dire que l'islam dit respecte ton voisin, ok, ben, de créer des dynamiques associatives qui vont faire qu'on rencontre nos voisins, on parle avec nos voisins, il y a de l'entraide entre les voisins. Pareil, l'islam dit visite les malades, et ça existe, il y a des associations qui font en sorte qu'on visite les malades, l'aide avec Mhm. les démunis, et quelle que soit leur confession. Donc il faut vraiment qu'on soit des acteurs positifs sur le terrain avec les musulmans et les non-musulmans, parce que ça parle aux gens. Et c'est ça l'islam, être proche des faibles, des démunis. Donc de revenir à cet islam qui est, on va dire, le vrai islam, à mon sens, où il y a des valeurs, il y a une réalité de terrain, une aide sincère et réelle, et ça va générer du respect, de la fraternité, ça va effacer l'islamophobie aussi. Et même si les Mhm. gens ils seront peut-être hostiles parfois, ils verront que finalement, qui sont réellement les musulmans et les croyants. Ça parle beaucoup plus que autre chose. Donc je pense qu'il faut revoir toutes ces stratégies-là, toute la manière de faire qu'on a, mais ça évolue positivement quand même. Alhamdulillah, euh, on voit des choses magnifiques qui sont faites par les musulmans, comme j'ai pu voir à Mantes-la-Jolie, une mosquée qui a accueilli des sans-domicile fixes alors qu'il faisait très froid dehors. Ils leur ont donné Mhm. un toit, une soupe, de quoi manger pendant la période de froid. Ça, c'est des choses rares qu'on ne voyait pas avant. Hein. Euh, il y a des musulmans à Mantes-la-Jolie qui offrent des repas gratuits aux universitaires parce qu'ils sont dans une précarité terrible pendant la période du Covid. On voit ça chez les musulmans. Et donc, j'encourage à tout type d'initiative qui irait dans ce sens
pour aider son prochain. Vous voyez? Et Oui, ça va éradiquer, je pense, le mal. Et c'est comme ça qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'étaient les compagnons. Et c'est ça qui a fait que, entre autres, ils ont réussi et qu'ils ont été aimés. Les gens, ils ont aimé l'islam, ils ont aimé Dieu, ils ont aimé les croyants. Et c'est, on va dire, une des solutions principales, Inch'Allah, pour avancer dans le bon sens. en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, par rapport à la situation qui est vécue actuellement en France, à quelle partie de la Sira les problèmes qu'on vit en France se réfèrent-ils le plus? Où est-ce qu'on peut s'accrocher le plus dans la Sira pour faire un parallèle avec avec Oui, les problèmes qu'on a en France et les problèmes que vit le prophète sallallahu alayhi wa ben, sallam? clairement, on est dans la période peut-être mécoise, Mhm. hein, c'est-à-dire que euh, on a comment dire, on a des musulmans, d'accord, c'était la période mécoise, ils ne sont pas majoritaires. Mhm. Nous, on n'est pas majoritaire en France, ils n'étaient pas majoritaires à la Mecque, hein, les musulmans, entre le Mhm. professeur Assalam et les quelques dizaines de Sallallahu alayhi wa musulmans sallam. qu'il y avait. Ils étaient dans une dynamique de bien, ils faisaient le bien autour d'eux, etc. Ils croyaient en un Dieu unique. Alors déjà, est-ce que ça, on est dedans? On va dire ça débute un peu, alhamdoulilah. Hein. Mhm. Et en face, il y avait des gens, des notables, des puissants qui défendaient leurs intérêts. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu veux plus de justice, aider les faibles, les démunis, etc., ça peut déranger des gens qui devraient faire ce boulot-là. D'accord. Mhm. Bon, après, il y a eu de l'hostilité. L'hostilité, elle a commencé avec de la calomnie, des mensonges. En France, bon, ben, on nous traite d'islamistes, d'islamo-gauchistes, de djihadistes. Je veux dire, la calomnie et le mensonge, on connaît par cœur. C'est pas un problème. On a même pris l'habitude. C'est pas un souci. C'est devenu presque amusant. Donc, on est dans ce contexte-là. Après, il y a eu des persécutions, par contre. Vous voyez. Donc, ce qu'on n'espère pas, bien entendu, pour les musulmans, mais Mhm. la suite logique, c'est qu'il y ait des persécutions. Il ne faudra pas être étonné que demain, je veux dire, que des musulmans se fassent tirer dessus, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des attentats contre les musulmans, qu'Allah les préserve. Mais en tout cas, c'est la suite Mhm. logique. Il faut quand même être conscient de ça. Celui qui ne l'est pas, il a rien compris. D'accord. Et donc, Mhm. le mot d'ordre, c'était quoi à cette époque? C'est-à-dire que le Coran, quand il était révélé, il disait, bah, il traitait quoi comme sujet? Celui de la spiritualité, du bon comportement que le croyant il a, Mhm. l'entraide. C'est pour ça que j'ai insisté, moi, sur le rôle qu'on doit jouer social, etc., sur le terrain. Hein. Des versets aussi qui étaient révélés par rapport au théologique. Mhm. C'est-à-dire que qui est Dieu? Est-ce que nous, en tant que musulmans en France, on connaît vraiment Allah, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? Mhm. La déconnexion avec la vie d'ici-bas, à un moment donné aussi, il faut arrêter d'adorer son job, son travail, l'argent, etc., tu vois? Oui. Et donc, il va falloir vraiment qu'on devienne des gens sincères, on est éprouvé, il va falloir qu'on patiente, qu'on soit persévérant, qu'on fasse le bien autour de nous. C'est ça le moment qu'on est en train de vivre et qu'on doit vivre, si on veut Mhm. réussir. Parce que les musulmans ont été comme ça, Allah a apporté son soutien au prophète sallam Sallallahu alayhi wa sallam. et aux croyants. Maintenant, si nous, on ne suit pas ce modèle-là, moi, j'émets des doutes et des réserves sur l'aide du divin. Mais bon, Mhm. Allah, il est avec cette minorité de croyants, il n'est pas avec la majorité des musulmans, bien entendu. Cette minorité de croyants qui existait aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc c'est un Mhm. challenge, c'est ça la vie. Il y a les luttes comme ça, le bien, le mal. Donc on doit s'y inscrire. Et en tant que croyant, voilà, on est censé, nous, avoir de la conscience et montrer la voie du bien, du mal dans la vie de tous les jours, à travers nos discours et sur le terrain. Oui. Je vais te citer un verset du Coran et tu vas me dire un peu ce que tu en penses et comment il s'applique à nous, même si on a déjà évoqué pas mal de choses à ce sujet-là. Euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens, le composant, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Al-Ra'd, le tonnerre, verset 11. Très bien, barakallahu fik. En fait, bien sûr, il y a toujours plusieurs approches dans le domaine du tafsir et de la compréhension du Coran. Donc, on reste modeste, hein, bien entendu. Donc, je te Mhm. donne mon Bien analyse sûr, bien en sûr. fonction du contexte français, etc. Euh, c'est simple.
Comme il est marqué ici, et dit ici, Allah ne change pas l'état d'un peuple, d'une population, tant que sur le plan individuel, on ne change pas. C'est pour ça que, au lieu de vouloir changer le monde, la société, la rendre meilleure, penser aux autres, il faut penser à soi. Et il faut se changer sur le plan individuel et personnel. On voit beaucoup de musulmans, ils veulent changer le monde, parler de l'islam, et se fait ça, ça c'est bien, ceci. Ils veulent réformer la société. Déjà, toi, ton cœur, est-ce que tu l'as réformé? Parce que ça commence là. Et chaque musulman doit s'inquiéter de son devenir à lui individuel par rapport à l'au-delà. Donc le Coran, il a été révélé non pas aux musulmans, mais à toi, à moi, sur un plan individuel. Et si chacun fait cet effort de changer, d'accord, sur un plan individuel, et il commence par cette étape, avec ses convictions, il va influencer, parler, discuter, se renforcer, et il y aura un changement qui va commencer à émerger. Hein. Donc on commence tous sur un plan individuel. Et qu'est-ce qu'il faut changer, nous, en France, sur un plan individuel? Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Déjà, le b.a.-ba de l'islam, le b.a.-ba sur le plan du comportement. Un musulman, il se doit au minimum d'être honnête, d'être véridique, ne pas mentir, ne pas trahir ses engagements. Tu vois, des choses basiques, des fois, on a du mal. Avoir les bons comportements, parce que l'islam, à l'origine, le prophète sallam, il a dit j'ai été envoyé pour parfaire les vertus humaines. Donc, on est censé être dans l'excellence par rapport aux vertus de l'être humain. Générosité, on doit être au top. Tolérance, on doit être au top. Miséricorde, on doit être au top, etc., etc. Tu vois, ça, c'est des gros dossiers sur lesquels, sur un plan individuel, on doit tous travailler, d'accord? Et au niveau de la croyance, croire dans notre destin, qu'il soit bon ou mauvais, faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est la dynamique du Coran, tu vois. Et donc, et donc, et donc c'est là le combat que moi je mène un peu, si tu veux, en tant qu'enseignant dans les sciences islamiques, en intra-communauté musulmane, tu vois. Oui. Et ça, il faut jamais l'oublier, parce que c'est pas nous qui sommes maîtres du futur, c'est pas nous qui allons changer les choses si on lit bien le Coran, mais c'est Allah qui fait à chaque fois. C'est Allah qui change les choses. Et c'est pas nous qui allons changer les choses. Nous, il faut qu'on soit à la hauteur et il faut qu'on mérite l'aide de Dieu, tu vois. Il serait possible que même si que tout le monde fasse de son mieux, qu'on voit pas de progrès, mais que quand même, nous, on soit quand même dans une bonne situation vis-à-vis d'Allah. C'est juste que c'est pas le bon moment ou c'est pas le moment que Dieu aura choisi pour nous aider. Parce que des fois, on fait des efforts et on voit pas les résultats directement. C'est pas grave, parce que l'imam Malik, tu connais l'imam Malik, hein? Bien sûr, oui. L'imam Malik, Abu Hanif, voilà, les 4 grands imams, ils ont fait des efforts. Et on parle d'eux encore au 21e siècle. Ils s'y attendaient pas, hein, ils n'avaient pas prévu ça. Hein. C'est qui? C'est Allah qui a fait que. Donc les efforts et les fruits, oublie. Il faut complètement oublier ça. Regarde Ibrahim alayhi salam, il se retrouve à la Mecque, il laisse sa femme Hajar, elle marche entre Safa et Marwa, il a obéi à Dieu, et c'est Dieu qui a fait derrière. Eux, ils sont morts depuis longtemps. Hajar, quand elle marche entre Safa et Marwa, elle ne sait pas qu'il y a des milliards de gens qui vont faire pareil derrière. Et que nous encore, on marche sur ses pas au 21e siècle, tu vois. C'est pour ça, en fait, nous, ce qui nous est demandé en tant que croyants sur un plan individuel, c'est d'être des gens bien. C'est-à-dire de marcher selon le Coran. Et c'est Allah qui fera le reste. Tu vois. Et moi, je dis encore une fois que tant mieux qu'Allah ne nous aide pas si on n'est pas à la hauteur. Parce que si on avait une responsabilité quelconque, on ferait pire que les gens qu'on n'apprécie pas forcément. Bien sûr. Tu comprends? Si avec nos comportements, tu sais, nos mensonges, nos vices parfois, machin, on serait des zalimines sur terre. Donc, alhamdulillah, que Allah ne nous aide pas parce qu'on n'est pas à la hauteur forcément, tu vois. Donc, c'est à nous de changer réellement. C'est à nous de changer concrètement, tu vois. Je note c'est pas facile. Oui, bien sûr. Facile. C'est pas facile. Je note que dans les changements que tu as proposés, c'est des changements principalement qui concernent le respect des comportements, d'attitudes à avoir, et non pas de... Et de relation à Dieu. Il y a l'aspect théologique aussi. Oui, de relation à Dieu théologique, mais pas spécialement d'avis juridique, tu vois. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple. Faut-il utiliser le calcul astronomique pour le calendrier islamique, ce genre de choses, tu vois, qui provoquent on a l'impression qu'ils des fois provoquent des combats disproportionnés en fait par rapport aux vrais problèmes qu'ont les musulmans, que vivent les musulmans. Alors, juste pour tu comprennes un peu le fond,
c'est vrai que toi, en apparence, tu vois qu'il n'y a pas de tolérance, il y a des avis différents, mais tout ça, c'est politisé, il faut le savoir. Oui, C'est-à-dire que quand on parle d'aller vers le calcul astronomique, bon, c'est aller à l'encontre de l'avis majoritaire qui est de regarder la Lune, hein. Mais c'est une prise de position qui vient enfin, tu as l'UOIF qui a cette position-là, tu as oui, les petits jeunes de l'UOIF qui vont attaquer les autres imams qui ne sont pas pro calcul scientifique. D'accord. Moi, je ne suis pas pro personnellement, mais j'ai été attaqué hein, par des petits jeunes de l'UOIF, hein, d'accord, qui viennent démonter l'autre parce qu'il faut donner raison à sa structure religieuse. Donc, on n'est oui, même plus dans de l'islam scientifique, mais politique. oui. Tu vois le problème. Et tout Mhm. ça, c'est le nafs, encore une fois. Tu vois, c'est l'ego de l'être humain. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est l'ego qui parle et qui veut humilier l'autre. On a raison, notre groupe, notre institution a raison. Mhm. Et ça, c'est un problème, encore une fois, de spiritualité, tu vois. Manque de tolérance, voilà, on ne veut pas écouter l'autre, il n'y a plus de discussion possible, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, ça peut être pareil. Il y a des gens qui sont très agressifs, mais à chaque fois, le problème, il revient au comportement, à l'attitude, tu vois. Oui, Et donc, on n'est pas éduqué, en fait. On n'est pas forcément éduqué à l'art de la discussion, l'art du débat, le respect de la vie contradictoire, écouter son prochain et ses arguments, se remettre en question aussi, tu vois. mhm. Oui, Donc, c'est pour ça que ce que je disais aussi, c'est que tu vois, le B.A.B.A., ne pas mentir, être honnête, tu vois, ce B.A.B.A.-là, il est fondamental. Il ne faut pas le oui, négliger. oui, Je veux dire, apprenons le B.A.B.A. et laisse tomber la générosité, la rahma pour l'instant, tu vois. Juste, on est honnête, on apprend à s'écouter, tu vois, ce truc qui est universel. Euh, oui, Déjà, on arrive à ça, ça sera une grande victoire, une grande réussite. Ça oui, sera un début de changement, tu vois. bien sûr. Je te remercie, Shakil. On a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser, à vrai dire. Euh, je vais finir par quelques questions un peu plus rapides. Ouais. Quelles sont, selon toi, les qualités qui t'ont permis de- d'avoir cette évolution, d'en arriver où tu en es aujourd'hui, de tenir dans la longueur? D'accord. En fait, c'est pas des qualités, moi, pour moi, à mon sens, hein. C'est Oui. pas des qualités individuelles, c'est des circonstances. C'est-à-dire, Mhm. première circonstance, Allah il m'a guidé. D'accord. C'est Allah qui m'a donné, c'est Allah qui a voulu que j'en arrive à là, et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Sans son aide, je ne serais pas arrivé à ça. Allah, il a facilité, etc., et je lui rends grâce. Après, tu as les invocations, tu vois, la maman, les parents, tu vois. Il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Il y a mon épouse aussi. Je suis marié depuis, je crois, 18 ans. Euh, j'ai 4 enfants, tu vois. Mon épouse, elle m'accepte, elle est patiente, elle est avec moi, tu vois. Et donc, elle aurait pu, tu vois, me mettre la pression, être exigeante dans plein de choses. Elle ne le fait pas. Donc, voilà. Et ça, je la remercie, tu vois. Donc, franchement, c'est important pour moi que, voilà, sans ces circonstances-là, là, je ne serais jamais Mhm. arrivé à ça. Après, bien sûr qu'il y a des choix personnels, c'est mes convictions. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est ce que je veux, comme je disais au début de l'interview, voilà, c'est ce que je veux, moi je fais ce que je veux, j'ai toujours fait ce que j'aime. Mhm. Euh, je suis j'aime beaucoup la liberté, je pense, tu vois, la liberté. Mhm. La liberté, c'est un truc, ça en moi en fait. Et donc, je fais ce que je fais avec passion et avec amour, tu vois. Oui. Même quand j'écris un livre, j'attends que j'ai vraiment une passion et une envie de l'écrire, tu vois, quelque chose qui me rend dingue, tu vois, et c'est ça qui me fait avancer, tu vois. Et après, il faut être patient, il faut être persévérant, et le domaine dans lequel je suis, c'est un travail qui se fait à très long terme. C'est un travail d'une vie. Donc, il faut Mhm. aussi savoir se reposer, ne pas foncer, il faut être organisé, Mhm. l'organisation, la structuration. Donc, je travaille avec aussi l'école à Chatibi, parfois avec la mosquée de Villeurbanne, parfois avec Ahlul Quran. Là, tu voulais m'interviewer aussi, donc j'ai un planning extrêmement chargé, plus de 40 heures de cours, plus les réunions, plus ce que j'ai oublié, hein. Donc, Oui. donc tout ça, ça demande de l'organisation, de la structuration, de la connaissance de soi parce qu'il ne faut pas exploser en plein vol. Et Oui. tu peux me croire, quand c'est les vacances et que je veux me reposer, eh ben, j'allume Netflix. C'est-à-dire que là,
c'est repos. Sinon, on ne pourra pas durer sur le long terme. On deviendrait fou. Oui. Donc, il faut savoir prendre du bon temps avec sa famille, avec ses enfants, barbecue, faire une pause, 3 jours, une semaine, 2 semaines, parce que c'est gagner du temps. Et c'est c'est se perfectionner, tu vois. Et c'est mieux avancer après. Prendre du recul aussi. Oui, tout à fait. Quelle est ta routine du matin? La routine du matin, Ouais. oh, elle n'est pas exemplaire, hein. Allez, vas-y. Donc, le matin, Fais-nous rêver. oh non, rien de spécial, hein. Le matin, moi, tu sais, c'est le petit-déj. Tu vois, après, bon, la salade, etc., hein. Mais c'est surtout le petit-déj, le café. Tu vois, le petit-déj, le café. Je ne suis pas très matin, moi. Je ne suis pas très matin, donc il ne Plutôt faut pas trop soir? parler le matin. J'aime pas parler le matin, en fait, hein. Laissez-moi tranquille. Donc, Dans ta ouais, bulle. laissez-moi un peu tranquille. Donc, le petit café, autant je vais allumer mon portable, je vais voir la tête de Zemmour qui défile et tout ça. S'il y a un truc intéressant qui m'intéresse dans les news, je vais écouter. Et après avoir pris une bonne douche, être bien réveillé, je passe à l'action, le travail et la journée qui débute, quoi. Ok. Non. Euh, En Est-ce que essayant tu de as... courir le matin aussi. Tu cours? D'accord. Courir, c'est important. C'est important non pas que pour la forme physique, d'accord, Mhm. le surpoids, etc., mais le mental. Très sincèrement, avec toutes les activités que j'ai, mes responsabilités, mon travail, mentalement, tu ne peux pas. C'est impossible. C'est pour ça Ouais. que je cours et que les présidents, les ministres courent et que tout le monde court. Sans courir, on deviendrait fou. C'est le seul moyen d'évacuer le stress. Oui. Et pour terminer, est-ce que tu as des recommandations de livres? Les recommandations. Alors moi, je ne suis pas très lecture. Ça, c'est mon étrange. Enfin, c'est mon étrangeté en fait, hein. C'est quelque chose d'étrange. Je n'aime pas beaucoup lire Mhm. parce que j'aime développer ma liberté de compréhension. Tu vois. Mhm. Donc des fois, lire m'emprisonne dans la réflexion. Mais je lis quand même, mais très peu, surtout quand je lis quand je fais de la recherche et que je dois moi-même écrire quelque Pour chose. nécessité. Déjà, C'est dans ton travail. voilà. Donc maintenant, en termes de lecture, ouais, j'ai pas forcément beaucoup de conseils. Les revues qu'on fait de l'Institut Sira, moi, je les conseille fortement parce que c'est un Mhm. gros travail et il y a des choses que vous trouverez nulle part qui sont rédigées à l'intérieur. Donc, c'est pas du redit, c'est pas quelque chose de redondant. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, bon, je vais vous inciter à lire un peu ce que je fais aussi. Je publie au mois de mars 2021 un livre sur le tafsir de la Surat al-Fil. Mhm. Ça a été un travail énorme qui m'a pris 5 ans, même plus que 5 ans en vérité, hein, presque Mhm. 10 ans si on prend le tout. Un travail pointilleux, académique. Je pense vraiment avoir mis la barre très haute et je ne pense pas que je pourrais mettre la barre aussi haute dans le futur, dans le domaine de l'écriture. Franchement, hein, j'ai travaillé énormément. Donc, c'est un livre qui va être exceptionnel. Ça sera des choses que vous n'aurez pas forcément lues ici et là. Donc, je vous conseille ce livre qui sort mars 2021. Sinon, voilà, j'ai pas forcément beaucoup de, comment dire, de conseils de lecture. Je lis un peu de tout. Ça dépend. Mhm. Autant je peux lire du Pierre Lori, qui écrit des livres magnifiques dans le domaine du spirituel. Oui. Autant je peux lire des articles. Autant je Oui. peux lire des livres en arabe. Mais je suis vraiment plus trop dans le domaine de la lecture. Franchement, hein. Ok. Plus la recherche, plus je suis dans un autre monde. Et je me laisse ma liberté de réfléchir. Vraiment, c'est important pour moi. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'être influencé par la lecture dans la pensée et de répéter ce qui est dit. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, je vois, tu ne veux pas te laisser emprisonner par la pensée des auteurs. Mais par Voilà, contre, je fais tu lis attention. quand tu lis pour tes recherches d'écriture, quand tu as des recherches Exactement. historiques Pour ou de voir les tafsir, opinions, voilà. les Pour voir opinions. les opinions, les arguments des autres, etc. Tu vois. Oui. Très bien, un livre sur la fil. J'imagine que tu continueras avec Salat al-Quraysh, qui est très lié. Non, 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 j'ai même fait le pas. tour. Ah, c'est dommage. Vraiment, j'ai énormément travaillé sur Surat al-Fil. Je pèse mes mots hein, quand je te dis vraiment que je ponds quelque chose d'important, hein.
Non, Ouais. là, je suis sur une autre optique. Là, je suis en Ok. train de réfléchir, Inch'Allah. Je pense que je suis quand même convaincu, après presque 4-5 mois de réflexion, à écrire un livre sur le djihad. Mhm. C'est-à-dire la philosophie des batailles, des guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a menées. Ok. Parce que j'ai énormément de réflexions, de recherches sur 15 ans, hein, par rapport à cette thématique. Et j'ai pu remarquer finalement avec les années que je faisais partie de ces rares personnes, alhamdulillah, qui avaient une vision claire et qui pouvaient traiter le sujet sans problème de manière claire et explicite en prenant Mhm. en compte l'ensemble des textes, le spirituel, le dogmatique avec la guerre, tu vois, et qui avaient une Mhm. vision. Je ne m'en rendais pas compte, hein, parce que c'est mon job et mon travail, mais on m'a tellement fait la remarque ces derniers mois que je me suis dit que je pense que j'avais une responsabilité devant même pas les musulmans, même pas l'État, mais l'être humain, que d'écrire quelque chose dedans, À sur ce cette sujet-là. thématique-là, Ok. ouais, pour clarifier le sujet. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de textes sont manipulés, il y a des crimes qui sont commis, donc Inch'Allah, je pense écrire dessus, commencer à écrire. J'ai commencé en réalité, hein, mais écrire plus sérieusement sur cette thématique-là, Inch'Allah, cet été, voire même avant. Commencer, on va dire. Inch'Allah. Que Dieu te facilite, Inch'Allah. Si Amin. les auditeurs souhaitent suivre ton travail, YouTube, je sais. Alors, il y a Mhm. YouTube, essentiellement YouTube. Euh, voilà, je suis sur Insta aussi, Facebook, mais voilà, ils peuvent me suivre sur YouTube. Il y a l'Institut Sira, ou bien encore une fois ma page Facebook. Hein. Sur ma page Mhm. Facebook, en général, je mets ce que je fais, si j'ai un colloque, si j'ai une conférence, un séminaire, toutes les informations elles tournent sur ma page Facebook. C'est le point de chute pour être informé de mes activités. Ok, très bien. Je Non. te remercie, Shakil, et je te souhaite Je te remercie le bon aussi. courage pour la suite, Inch'Allah, Barakallahu que Dieu te fik. facilite et te Amin, shukran récompense. jazilan. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.